Le foreshadowing est un anglicisme qui pourrait se traduire par présage ou préfiguration. Il s'agit d'une série d'indices disséminés par l'auteur pour annoncer un événement à venir dans la suite de l'histoire. En gros, c'est un spoiler caché au sein même du récit. Et Bleach regorge de foreshadowing. Dans le post-script du roman Spirits Are Forever With You, il dit ceci. En général, lorsqu'il s'agit de créer des foreshadowing dans Bleach, je les divise en plusieurs catégories. Les foreshadowing que j'aimerais que tous les lecteurs remarquent, les foreshadowing que j'aimerais qu'1 sur 4 ou peut-être 10 remarquent, les foreshadowing que j'aimerais qu'1 sur 1000 ou peut-être 10 000 remarquent et se demandent « Eh, peut-être que… » Et enfin, les foreshadowing que j'étale sur une très longue période de temps dans une variété d'endroits, que seuls les lecteurs les plus dévoués de Bleach remarqueront avec beaucoup de raisonnement de leur part. En d'autres termes, des choses que je cache pour que personne ne les trouve, que je finirai par révéler beaucoup plus loin dans l'histoire principale. La révélation sur les pouvoirs de Kenpachi concernait cette dernière catégorie. Et en parlant de Kenpachi, saviez-vous que cette page, qui semble au premier abord anodine, révélait déjà une grosse information à propos de l'origine de ses pouvoirs, et plus spécifiquement au sujet de son Zanpakuto. Quand Zaraki demande à Yashiro d'où elle vient, cette dernière touche inconsciemment, ou pas du coup, la lame de son Azochi, comme si elle essayait de lui répondre avec son propre langage. En ouvrant la bouche, il n'entend rien. Ce n'est que des centaines de chapitres plus tard que nous apprenons quelle est la matérialisation de son pouvoir latent. C'est pourquoi elle ne ressent ni peur ni effroi et qu'elle est même au contraire attirée vers lui. Une jeune enfant qui symbolise parfaitement l'âme bridée de son possesseur, qui s'est alors toujours retenue par crainte d'éveiller un pouvoir encore plus grand qu'il ne pourrait contrôler. Personnellement, c'est mon petit préféré car ce n'est qu'après une seconde relecture qu'on peut saisir toute la symbolique de cette scène qui prend alors tout son sens. Pour autant, tous les foreshadowings ne sont pas de cette qualité, la plupart étant plus anecdotiques, nous offrant non pas de grosses révélations, mais davantage des indices ou des clins d'œil sur ce qui pourrait éventuellement se produire. Le combat de Shunsui Kuraku contre Coyote Stark en est un bon exemple. Ici, le capitaine de la 8e se confronte au premier Espada, soit le plus fort représentant de son espèce. Le numéro Uno, tout comme Kuraku qui deviendra à son tour le capitaine commandant du Gotei 13. Un titre qui est justement accordé au plus fort, ou tout du moins au plus méritant. Et ce n'est pas tout, puisque la libération de Stark lui permet également d'acquérir un magnifique cache-œil. Un miroir qui renvoie une fois de plus au sort qui l'attendra, puisqu'il acquérera lui aussi ce bandeau lors de sa passation de pouvoir, après qu'il soit lui aussi devenu borgne. Il est d'ailleurs intéressant de noter que cette blessure provient elle aussi d'un utilisateur d'armes de poing, et que Lil Barrow, un autre de ses ennemis, est également un tireur d'exception. Autant dire que les joueurs de Call of Duty ont intérêt de se faire les plus discrets possibles. De plus, Katen Kyokotsu était à l'origine une seule entité qui a ensuite été divisée en deux, ce qui n'est pas sans rappeler Stark et Lilinette. Alors, simple réutilisation d'un concept ou véritable foreshadowing? À vous d'en juger. Stark fait d'ailleurs remarquer à Kuraku qu'il possède 2 Zanpakuto, mais qu'il semble avoir quelques difficultés à les manier correctement, notamment par rapport à son mail un peu déficient. Le mail étant grosso merdo la distance d'engagement entre 2 adversaires. Une déclaration qui peut paraître aberrante, sachant qu'il a des Zanpakuto jumeaux. Ce détail a toutefois son importance, puisque Kuraku ne possède pas ces 2 sabres depuis le début. Il a donc dû réapprendre à adapter son style en conséquence. Plutôt malin, je trouve. Plusieurs indices sur la véritable nature d'Ichigo nous ont été exposés par Tite Kubo au travers d'une multitude de chapitres. Le Let's Style, qui nous a été montré par Uryu la première fois, nous expose sa faculté impressionnante à absorber le Heichi, une capacité similaire au vieux Zangetsu qui absorbe le Holo d'Ichigo à l'intérieur de lui, l'effet employé étant ici très proche de celle-ci. C'est d'ailleurs de cette façon qu'on peut voir que le vieil homme manipule le Heichi lors d'une case du chapitre 63. D'autre part, quand Ichigo utilise le final Getsuga Tensho, il change brièvement d'apparence et voit sa puissance augmenter de manière exponentielle et phénoménale avant de perdre tout son pouvoir spirituel. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un ? Et oui, tous ces attributs sont trop concordants pour n'être que le fruit du hasard. Toutefois, tant qu'aucune confirmation n'aura été rapportée
par l'auteur en personne, tout ceci ne restera que de la spéculation. Au cours de son combat contre Kenpachi, au moment où le vieux Zangetsu attire Ichigo dans son monde intérieur, on peut remarquer que la transition est très similaire à la technique de masquage des ombres utilisée par le Vandenreich. Suite de quoi, il doit combattre une sorte de doppelganger, un double de lui afin d'exploiter toute la puissance de son Zanpakuto. Celui-ci l'appelle partenaire quand il arrive et pendant leur combat, il le réprimande de ne rien savoir de Zangetsu. Autrement dit, de lui, qui n'est nul autre que sa partie Shinigami. Une fois la scène terminée, de retour dans le monde extérieur, le vieil homme arrête l'hémorragie dans la poitrine d'Ichigo. Ce n'est que des centaines de chapitres plus tard que nous apprenons qu'il s'agit en réalité du Blood Veiné, une technique avancée et défensive qui permet justement cette protection. Kuge Opi l'ayant lui aussi utilisé aux mêmes fins pour bloquer l'écoulement de son sang. Il y a aussi ce passage où il s'entraîne et où le vieil homme lui demande de trouver le vrai Zangetsu, sans quoi il ne pourra pas le vaincre. Il s'agit peut-être d'une surinterprétation, je vous le concède volontiers, mais je trouvais ça sympa de le mentionner quand même. Dans le tome 6, le narrateur explique que les Shinigami transfèrent leurs énergies à l'intérieur de leurs Zanpakuto pour combattre, tandis que les Quincy, eux, absorbe les mauvaises énergies qu'il relâche ensuite sous forme de flèches. Après cela, Uryu se rend compte qu'Ichigo utilise lui aussi de la mauvaise énergie. On apprendra 54 tomes plus tard qu'il a du sang Quincy en lui. C'est QFD. Le chapitre dans lequel Uryu nous est correctement présenté pour la première fois se trouve sur une page de titre où Ichigo est à l'endroit et Uryu est à l'envers, symbolisant leur relation d'image miroir. Cela se reproduit sur la page de titre du chapitre 189 où les deux garçons sont aux prises avec des choix concernant leur pouvoir et leur valeur. Cette cover prend un tout nouveau sens lorsque le lecteur apprend que la dimension de l'ombre de Vandenreich existe réellement sous le Sarité. Dans le chapitre 50, Jinta s'excite sur une mouche qui lui tourne autour avant de la réduire en miettes avec sa batte. Nous apprenons alors qu'il s'agit d'un mouchoir introduit pour identifier Rukia. Mais au chapitre 397, quand Aizen nous explique comment il a pu surveiller les progrès d'Ichigo, nous revoyons cette même mouche espionne en arrière-plan. Je suis sûr que peu d'entre vous avaient prêté attention à ce détail. Le vrai niveau de Yami nous a été suggéré à plusieurs reprises comme étant bien supérieur à celui que nous connaissions de base. Lors du chapitre 194, Ulquiorra prétend qu'il ne pourra rien faire contre Yoruichi et Urahara à son niveau actuel. J'ai bien dit actuel. Au chapitre 230, quand il affronte Itsugaya, Yami lui répond qu'il est aussi l'Arrancar numéro 10. L'Arrancar, et non pas l'Espada. Enfin, dans le chapitre 343, lorsque Yami revient en pleine forme suite aux soins qu'on lui a apportés, Ulquiorra dit quelque chose comme « Il semble que tu as complètement récupéré ». Entre ça et l'attitude arrogante du personnage depuis son introduction, il paraît évident que Kubo avait tout prémédité. Dans les romans également, certains portraits nous apparaissent plus clairs aujourd'hui. Dans Spirits Are Forever With You, encore et toujours lui, et avant qu'on apprenne sa véritable identité, Unohana n'a semble-t-il pas beaucoup apprécié qu'on lui fasse mention de Asashiro, un ancien détenteur du titre de Kenpachi. On le rappelle, une réaction qui fait écho à ce qu'elle incarnait dans le passé. De plus, dans le premier databook, on pouvait commencer à avoir un vrai doute sur sa véritable identité puisqu'il y est écrit ceci. Elle met KO d'un ton poli même les rudes soldats qui n'écoutent personne. En contradiction avec l'impression de douceur qu'elle donne, son talent est le kendo. Le kendo qui est donc une spécialité de la 11e division. Donc des personnages les plus forts de l'œuvre. Aussi, en dessous de ses stats, on a ceci. Bien qu'elle ait peu d'occasions de se battre en première ligne, sa puissance d'attaque atteint la valeur maximale. Il se pourrait bien qu'elle soit le capitaine le plus effrayant de tous quand elle se fâche. Et les capitaines effrayants, on en trouve surtout à l'11e. Enfin, à la 12e aussi, c'est pas faux, mais quand même. Durant le premier échange de Yuaba avec l'un de ses sous-fifres, Luthers Friggen, ce dernier ne semble pas apprécier qu'il lui parle du futur, évoquant le fait qu'il n'a pas à se considérer comme un prophète et qu'il est uniquement intéressé par le présent. Une réaction assez drôle quand on apprend plus tard que son pouvoir est justement lié à l'avenir. Petit bonus, Kubo, lors de l'arc Arrancar, a dessiné une affiche avec tous les antagonistes qu'Ichigo a affrontés dans l'ordre. Au-dessus d'Aizen, on peut voir une petite tache d'encre, voire même une grosse tache d'encre, qui pourrait donc se référer au dernier vilain connu à ce jour. Et
Et pour rester sur Yūaba, pourquoi donc nous apparaît-il si jeune lorsqu'il se présente ici en tant que Tenza Zangetsu? Yugram nous apprend bien plus tard que plus Yūaba s'éloigne des combats, plus il rajeunit. Peu de personnes l'ont en effet remarqué, mais on peut effectivement voir qu'entre le chapitre 484 et 603, le grand boss des Quincy a en effet pris quelques rides, en plus de gagner une belle moustache. Ceci est bien sûr une liste non exhaustive de tout ce que nous cache l'auteur, et nul doute qu'il reste encore de nombreux mystères à percer pour dénicher quels éléments avaient été intégrés bien avant qu'ils n'apparaissent officiellement dans le manga. Une chose est certaine, les fans n'ont pas fini de se creuser la tête pour souligner le génie de Kubo. Toutefois, et je tiens à le souligner, les foreshadowing ne sont pas une condition sine qua non pour démontrer que tel ou tel auteur est plus brillant qu'un autre. Voyons ça plutôt comme un désir de leur part de nous impliquer davantage dans leurs travaux. Un jeu dans lequel il est plaisant de participer et qui permet à l'œuvre de subsister, même après tout ce temps. N'oubliez pas que tous les mangas sont géniaux et que tous les artistes sont talentueux.